Merci beaucoup Jean-Marie pour cette très chaleureuse introduction. Je suis vraiment ravi d'être ici une fois de plus. Donc hier, en fait, je vous ai parlé de ce monde des microbes, un peu dans leur globalité, et de notre perception à la fois psychologique et physiologique, je dirais. Aujourd'hui, et c'était un peu la règle du jeu, je pense, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails et de vous faire un séminaire qui est plus un séminaire classique de recherche. J'ai néanmoins essayé d'hybrider un petit peu les choses et de vous mettre un petit peu de perspective et pas uniquement de vous asséner des résultats scientifiques. Bon, on verra, vous me direz si l'exercice était réussi ou non. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre un fil rouge qui est un microbe qui est Shigella, dont Jean-Marie a parlé hier dans son introduction, et d'essayer de vous amener finalement à travers le périple d'un micro-organisme faisant son métier, c'est-à-dire pour un pathogène envahissant l'autre. Mais avant de rentrer dans cet aspect-là des choses, je voudrais aussi utiliser cet élément pour revenir sur une question que j'avais préparée un petit peu hier, qui est celle de la reconnaissance et de la discrimination par l'hôte infecté, l'homme ou l'animal d'expérience, d'un micro-organisme pathogène par rapport à un micro-organisme commensal. Au fond, sur quel élément d'identité peut-on définir un commensal et un pathogène et prendre les décisions qui s'y rapportent, la tolérance d'un côté ou la réponse immunitaire de l'autre. Donc c'est un petit peu autour de ça que je vais essayer de vous amener, d'où le titre un petit peu cryptique de Guerre et paix aux surfaces muqueuses. Alors les diapositives sont en anglais, je vous demande de m'en excuser, mais bien sûr je vais vous faire la présentation en français. Donc le premier point sur lequel je voulais insister pour essayer de dresser un petit peu le paysage, on continue dans la métaphore guerrière, le champ de bataille, c'est, et je prendrai comme exemple essentiellement les micro-organismes qui colonisent la muqueuse intestinale, c'est la muqueuse intestinale. Alors ce que vous voyez ici, en fait, c'est, dans un modèle expérimental sur les détails duquel je ne reviens pas, l'épithélium intestinal, on est vraiment in vivo, avec donc cette ligne monocellulaire, et puis ce qu'on appelle le tissu sous-jacent, la lamina propria, qui est peuplé d'un certain nombre de cellules immunitaires. Mais ce sur quoi je voudrais que vous focalisiez votre attention, c'est cette interface, en fait, entre la surface de l'épithélium, de la muqueuse intestinale, et puis ce qu'on appelle la lumière intestinale elle-même, qui est remplie, en tout cas sur une certaine surface, de cette substance très très riche en glycoprotéines hydratées, qui s'appelle le mucus. Ce mucus, il sert à plusieurs fonctions, en fait. C'est une barrière contre des microbes, contre l'intrusion d'un certain nombre de microbes. C'est une matrice pour des substances antimicrobiennes, je vais y revenir tout de suite. C'est aussi probablement, en particulier pour sa partie périphérique, une espèce de zone de croissance et de survie des micro-organismes, de ceux qui vont faire cette flore commensale dont on a parlé hier, et qui vivent là un petit peu, j'ose à peine d'utiliser le terme parce que c'est très discuté, en biofilm, c'est-à-dire en fait en communauté microbienne, multi-espèces, complexes, avec leur propre logique de coordination et de vie ensemble, comme on dit maintenant, c'est un terme à la mode. Alors, ce qui est important, c'est de voir que cette zone ici, qui est très très proche de la surface de l'épithélium, en fait, elle est matérialisée ici par ce marquage marron, enfin brun, qui correspond à la localisation de ce qu'on appelle un peptide antimicrobien. C'est une protéine cationique défensine qui est produite par les cellules de l'épithélium intestinal et qui vient en fait s'associer à cette matrice de la couche profonde du mucus. Et en fond, elle est là d'abord pour vous montrer où vont se localiser les peptides antimicrobiens, mais surtout pour matérialiser le fait qu'on est là en présence d'une zone de défense extrêmement rigoureuse contre l'intrusion des micro-organismes qui, pour des raisons d'organismes de génome, sont des pathogènes par essence et sont amenés, obligés presque à venir se frotter à la surface de l'épithélium. Donc lorsque les micro-organismes s'approchent de cet épithélium, ils sont, comme je le dis ici, au fond, ils s'asseyent sur un volcan, car cette zone est extrêmement bactéricide et elle comporte effectivement des substances comme de l'oxygène, de l'oxyde nitrique,
des radicaux superoxydes, des peptides antimicrobiens qui sont là surtout donc pour marquer cette zone, du lysozyme, des protéases, des lectines, des phospholipases, tout un arsenal, sans parler de recrutement de cellules phagocytaires comme les polynucléaires neutrophiles qui peuvent passer à travers l'épithélium en ouvrant les jonctions cellulaires et aller accrocher les microbes à la surface de cet épithélium. Ils sont encore fonctionnels probablement pendant quelques minutes lorsqu'ils arrivent dans la lumière intestinale, et puis un certain nombre d'anticorps comme les IgA sécrétoires qui sont les anticorps spécifiques de la muqueuse, des muqueuses en général et de la muqueuse intestinale en particulier. Donc si vous êtes un microbe, et au fond j'aime bien essayer de me mettre dans la peau des microbes si je puis dire, et essayer de comprendre finalement la logique qui s'est développée par coévolution, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous êtes un micro-organisme commensal et vous allez essayer de rester à distance de ces défenses immunitaires innées extrêmement actives et extrêmement violentes. Donc vous allez vivre à une distance respectable. On appelle généralement cette zone no man's land ou un no bacteria land parce que c'est trop dangereux d'y survivre pour un micro-organisme standard. Par contre, si vous êtes un pathogène, par essence, par génome, vous avez des éléments qui vous amènent à venir engager la surface de l'épithélium. Et dans ces conditions-là, il va falloir essayer de survivre à des mécanismes de défense de la surface épithéliale. Il y a deux façons, en gros, de survivre. La première, c'est d'y être résistant. Vu la richesse de l'arsenal anti-infectieux, il y a peu de chances que vous puissiez échapper à l'un d'entre eux, même si vous avez réussi à échapper aux autres. Donc une partie de la stratégie des pathogènes va être non seulement d'essayer de résister dans une certaine mesure à certains de ces mécanismes de résistance, mais aussi à les tromper et au fond à établir un mécanisme de subversion de cette barrière épithéliale et muqueuse qui va permettre au fond de diminuer, de rendre inefficaces ces mécanismes de défense et de pouvoir à cette occasion procéder à l'étape suivante qui est celle de la colonisation de la surface et éventuellement de l'invasion de l'hôte. Donc c'est pour montrer qu'au fond les choses sont extrêmement complexes parce qu'on a d'un côté les commensaux qui vivent en surface, on a quelques bactéries, les pathobiontes qui pour une raison ou pour une autre arrivent à s'aventurer assez loin, on a les pathogènes qui engagent très violemment mais qui aussi au fond doivent rétablir la situation et reprogrammer l'hôte finalement en fonction de leurs propres nécessités. Et c'est autour de ces éléments-là, avec quelques exemples, que je voudrais intervenir. Alors, la première question, j'ai montré cette diapositive hier, c'est la suivante. Au fond, et redire ce que j'ai dit en tout début, la coévolution a créé cette espèce de paradoxe où d'un côté, on est en position de devoir respecter ces micro-organismes commensaux parce qu'ils ont un certain nombre de fonctions positives dans la physiologie de notre organisme. Donc les systèmes complexes de tolérance se sont mis en place et au fond, on peut se demander si l'origine de l'immunité, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, dans sa programmation initiale, n'était pas une programmation de tolérance de façon à permettre à ces organismes eucaryotes complexes qui commençaient à se développer et à se complexifier, à vivre en bonne entente avec le monde microbien. Et beaucoup de censeurs, en particulier toute la phylogénèse des toll-like récepteurs, est peut-être à rechercher plutôt initialement dans un processus de reconnaissance, de perception et de mise en place de tolérance que de réponses violentes, antibactériennes, telles qu'on a tendance généralement à résumer les fonctions du système immunitaire. Par contre, ces fonctions antibactériennes violentes, si on peut dire, ce passage de ce que j'ai appelé hier l'inflammation physiologique à l'inflammation pathologique, elle doit être déclenchée à bon escient à partir du moment où l'hôte perçoit la présence d'un micro-organisme pathogène, perçoit qu'il est engagé par une bactérie, par un virus, par un parasite. Et la question, au fond, c'est sur quoi repose cette perception et ce processus de discrimination, car on connaît très bien, du fait des progrès de l'immunologie, ce qu'on appelle les PRR, qui sont les récepteurs qui reconnaissent les motifs microbiens, les toll-like récepteurs, les node-like récepteurs, on va y revenir tout de suite, et un certain nombre d'autres. La liste s'allonge, en particulier lorsqu'on élargit au monde des virus.
Donc ça, au fond, on a un petit peu de mal à se dire que ça suffise parce que des pathogènes et les commensaux partagent des motifs similaires. Ils ont, pour les grammes négatifs, les deux catégories ont des endotoxines. Tous ont une paroi microbienne avec du peptidoglycane. Donc on peut se demander quelle est la véritable raison de cette discrimination et de cette reconnaissance différentielle. Et au fond, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'effectivement, ce que reconnaît l'hôte, en plus de la présence des microbes et de cette plateforme éventuellement de tolérance, ce sont des signaux de danger. Ces signaux de danger sont multiples. Ça peut être le processus d'engagement des cellules elles-mêmes, l'adhésion des bactéries, l'invasion des cellules. Ça peut être la perception d'une multiplication de bactéries à un endroit où elles ne devraient pas se situer. Ça peut être la libération par les cellules qui sont engagées par les pathogènes, par un certain nombre de molécules. C'est ce qu'on appelle des MAMPs, c'est-à-dire des motifs qui sont des petites molécules libérées par des cellules qui souffrent et qui vont être perçues par le système immunitaire comme ce qu'on appelle globalement maintenant des signaux de danger. Et ça revient un petit peu, même si elle l'avait poussé à l'excès, à la théorie du danger immunologique de Polly Matzinger, qui l'avait poussé jusqu'au point de dire que l'immunité spécifique, adaptative n'existait pas et que tout n'était que gradation dans les signaux de danger dans la réponse immunitaire. Je ne vais pas plus loin, ou pas si loin en tout cas, mais on perçoit très très bien que c'est au niveau de ça. Et donc, bien souvent, ce que va faire un pathogène pour assurer cette subversion de la réponse de l'hôte, c'est d'atténuer ces signaux de danger. C'est de faire que ces signaux de danger ne soient pas émis ou ne soient pas perçus par l'hôte. Donc on reviendra à tout ça, mais je voulais vous donner un petit peu cette toile de fond. Et au fond, la question principale, c'est parmi toute cette population bactérienne qui nous peuple nos surfaces, en particulier l'intestin, c'est d'aller détecter le loup, en fait, qui est caché sous les habits du reste du troupeau de moutons. Bon, je sais bien, c'est un peu naïf, excusez-moi, mais celle-là, je ne peux pas m'empêcher de la montrer. Alors, les choses ont commencé un peu à changer. Alors bien sûr, il y a eu en 1996 les travaux de Jules Hoffman et de son équipe sur la drosophile, sur Toll, et la perception des signaux microbiens, et puis la découverte par le groupe de Janeway, publié en 1997, des Toll, en tout cas de TLR4 à ce moment-là. Les molécules Toll sont des molécules qui perçoivent le monde microbien. Alors là, j'ai mis essentiellement celles qui sont impliquées dans la reconnaissance des bactéries, sur un mode, je dirais, extracellulaire. TLR2 reconnaît essentiellement des lipoprotéines de la paroi microbienne. TLR5 reconnaît la flagelline, la sous-unité qui forme les flagelles de la motilité bactérienne. TLR4, avec un certain nombre de cofacteurs, reconnaît l'endotoxine, le lipopolysaccharide. Et puis il y a un certain nombre de TLR, comme TLR9, qui reconnaît l'ADN non méthylé, qui est caractéristique des organismes prokaryotes, qui apparaît là à l'intérieur de la cellule, mais en fait il est extracellulaire, parce que c'est simplement, il a été endocyté et il reconnaît dans ses endosomes quelque chose qui était du contenu extracellulaire initial. Donc ça, on sentait bien que ça répondait à la nécessité de maintenir un niveau de stimulation du système immunitaire sur un mode, au fond, pléiotropique, dans la mesure où on reconnaissait un certain nombre d'effecteurs bactériens, mais ça n'expliquait pas nécessairement cette discrimination possible entre un micro-organisme commensal et un micro-organisme pathogène. Je ne rentre pas dans les détails du fait que certains commensaux ont des molécules, des PAMP qui sont moins agonistes que des pathogènes, mais ça nous mènerait peut-être un petit peu loin. Les choses ont commencé à changer un petit peu, en tout cas dans notre tête. On avait peut-être été un peu lent à se réveiller autour de ça. À la fin des années 90, en 99, 2000, 2001, avec une chercheuse postdoctorale de mon labo, qui venait du Canada, qui s'appelle toujours d'ailleurs Dana Philpott, avec un chercheur, à l'époque il était étudiant et ensuite postdoc, Stéphane Girardin, où en fait on a utilisé Shigella, qui est un pathogène non seulement intracellulaire, c'est-à-dire qui rentre dans les cellules, mais qui
lise la vacuole de phagocytose et qui va donc vivre dans le cytoplasme comme un modèle de compréhension de la façon dont justement une cellule pouvait discriminer entre une bactérie extracellulaire, une bactérie intracellulaire éventuellement dans une vacuole et une bactérie dans le cytoplasme. Et on s'était aperçu en fait que les cellules épithéliales intestinales, lorsqu'elles sont exposées à Shigelle, au cours de ce processus d'entrée, de lise de la membrane et d'accès au cytosol, ces cellules étaient capables de se reprogrammer et d'activer très rapidement les voies de signalisation pro-inflammatoires, en particulier la fameuse voie NF-κB qui amène chez les cellules épithéliales en particulier à produire des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6, l'interleukine 8 ou le TNF. Et on s'était aperçu que les bactéries non invasives entraînaient ce type de réaction, mais très lentement et à un niveau beaucoup plus faible. Et du coup, on s'était dit, au fond, il y a peut-être, en plus de ce modèle de système TOL, un vrai système de perception du danger, enfin du danger. À l'époque, on ne parlait pas comme ça, mais de la présence intracellulaire ou intracytosolique des bactéries. Et c'est grâce à ça qu'on avait découvert les molécules NOD comme des molécules localisées dans le cytosol et capables, on l'avait montré rapidement, de reconnaître le peptidoglycane bactérien, c'est-à-dire des fragments du mur bactérien, et en particulier le muramyl tripeptide ou le muramyl dipeptide. Tripeptide, c'était NOD1 qui est constitutif dans les cellules intestinales et NOD2 qui est constitutif dans les cellules du système immunitaire et en particulier dans les monocytes et les macrophages. Et ça, c'était un peu un changement de paradigme dans la façon de voir les choses, parce qu'on commençait à se dire, au fond, on a identifié là un système qui permet d'identifier une situation anormale, puisqu'il n'y a aucune raison qu'une bactérie soit présente dans une cellule épithéliale. Donc ça doit être senti comme un élément de danger. Et l'activation d'un système comme NOD, par exemple, et des protéines équivalentes associées, peut tomber dans cette catégorie qui va permettre la discrimination. Donc je pense que ces éléments NOD, en essayant peut-être de rationaliser un peu trop a posteriori, ont été l'élément de changement de concept. Donc par rapport à ce que je vous ai dit hier, on a essayé, au fond, ces 10 dernières années dans le laboratoire, de donner un petit peu de sens, nous et d'autres, il faut aussi rester modeste dans le domaine, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur ce sujet, de donner un petit peu de sens à tous ces progrès qui commencent à être faits dans la métagénomique des flores microbiennes commensales, et au fond de se dire, quand même, il y a des pathogènes, où est-ce que ça se situe au milieu de tout ça ? Alors cette métagénomique, comme on l'a mentionné déjà, elle est très descriptive actuellement, elle est un petit peu analytique, elle est beaucoup corrélative. La question est, au fond, est-ce qu'on peut commencer à développer ce que j'appelle l'expérimentomique, mais avec un peu d'humour, mais disons une analyse fonctionnelle, une analyse mécanistique en fait des processus de symbiose, en parallèle avec l'analyse mécanistique des processus de pathogénicité. C'est ce qu'on appelle la microbiologie cellulaire maintenant. Alors, on a essayé de le faire, par exemple, avec un symbiote typique qui est Lactobacillus casei, où on a pu, par exemple, identifier, en saturant le génome de Lactobacillus casei par des transposons, à identifier un certain nombre de gènes qui sont essentiels à la colonisation de l'intestin sur un mode expérimental, et à commencer à faire du sens de la nature de ces gènes et de leurs fonctions, ce qui n'est pas toujours facile, parce que la symbiose, c'est assez vague, c'est des interfaces qui sont souvent métaboliques, qui ne sont pas faciles à cerner, ce n'est pas aussi clair qu'un microbe pathogène qui va coller, adhérer à une cellule ou envahir une cellule ou tuer une cellule. Donc il y a encore un peu de difficulté. Il y a une zone grise aussi dans ces commensaux. Il y a une série de microbes qui sont un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois symbiotes et pathogènes, un peu selon les circonstances, un peu selon les moments, un peu selon la richesse de l'environnement microbien qui va éventuellement compenser leur tendance à être un petit peu pathogène. C'est le cas de ce Candidatus arthromitus qui s'appelle SFB, Segmented Filamentous Bacterium, qui est une bactérie intéressante, j'y reviendrai très rapidement, car elle est typique de cette situation, de ce qu'on appelle maintenant donc des pathobiontes. Et puis, il y a bien entendu la pathogénicité, et on a beaucoup centré notre travail récemment sur la crypte intestinale,
qui est la zone de régénération de l'épithélium intestinal, parce que ça a l'air d'être une zone extrêmement favorable à la colonisation et à l'infection par ces microbes pathogènes. Alors, pour revenir simplement très rapidement et mettre les choses en perspective dans ce concept de guerre et de paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, les commensaux vivent à distance de la surface de l'épithélium intestinal, mais vous pouvez étendre ça à l'épithélium respiratoire, par exemple, en finalement communautés microbiennes complexes, multi-espèces, qui ont leur propre dynamique d'évolution, leur propre dynamique de résistance, de résilience. Tout ça correspond à des travaux extrêmement dynamiques à l'heure actuelle. Et le décodage de la vie communautaire de ces communautés complexes devient vraiment une priorité, parce que, encore une fois, dans ce décodage, il y a beaucoup de molécules très intéressantes, y compris des nouveaux antibiotiques éventuellement, qui font partie de cet équilibre, ces mécanismes d'équilibre des populations microbiennes. Donc ces bactéries, elles sont senties à cette distance respectable dont je parlais par un certain nombre de récepteurs ou de systèmes d'échantillonnage de l'apex cellulaire qui vont faire que l'ensemble des signaux, en fait, c'est un peu comme la résultante des différents vecteurs en géométrie, va amener à ce processus de tolérance microbienne qui est caractérisé par des cellules du système immunitaire qui maturent très lentement et par des lymphocytes T qui ont plutôt tendance à rester sur le versant de ce qu'on appelle des T régulateurs plutôt que sur un versant pro-inflammatoire, ce qu'on appelle les TH1 ou les TH17. Donc un équilibre, mais comme on en a parlé hier, un équilibre qui est très fragile éventuellement, même s'il a acquis une robustesse du fait de la coévolution qui est l'élément qui nous a tous amenés au fond à assurer cette interface de façon correcte. Alors à côté de ça, il y a ces micro-organismes un petit peu bizarres qui sont des pathobiontes, le plus bel exemple étant ce Segmented Filamentous Bacterium, qui est un micro-organisme. Il semble que dans ces populations microbiennes très, très complexes, qui se mettent en place, par exemple à partir de la naissance, ce ne soit pas l'ensemble de la population microbienne qui fasse les processus de symbiose dont j'ai parlé hier. Il semble que certains microbes très particuliers, à un moment donné, dans une zone donnée, peuvent jouer une fonction essentielle. Et il semble que SFB, en tout cas dans les mammifères où il a été étudié surtout chez la souris, est une bactérie qui arrive juste après le sevrage pour coloniser l'épithélium intestinal et commencer à assurer la mise en place de ce système immunitaire, de cette inflammation physiologique dont on parlait hier, car maintenant, en fait, le petit sevré se retrouve à faire face à l'environnement microbien, à l'eau, aux aliments contaminés, et n'a plus la protection du lait maternel, donc il faut qu'il se débrouille tout seul. Et un certain nombre de microbes sont là probablement pour éduquer ce système immunitaire et le programmer exactement au moment voulu, de manière à assurer cette inflammation qui, encore une fois, n'est pas pathologique, n'est pas délétère, mais comme c'est un peu dessiné ici, symboliquement, les cellules sont déjà primées, comme on dit en immunologie, et on voit déjà changer l'équilibre entre ces populations de lymphocytes inflammatoires et des T régulateurs. Donc on est dans un monde là qui est tout à fait passionnant, et récemment, donc, avec Pamela Schnupf, qui est une postdoc allemande dans le labo, on a pu cultiver ce micro-organisme qui était jusqu'à présent incultivable, et on peut maintenant vraiment étudier, faire de la microbiologie cellulaire d'un pathobionte de façon à mieux comprendre comment se font ces interactions. Et puis ce sera la partie importante de cette présentation, si je puis dire, les pathogènes. Donc les pathogènes, on peut là aussi résumer un peu leur différence, hein, dans la mesure où ils sont capables d'engager la surface de l'épithélium, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont capables de détruire cette couche de mucus, ils sont capables d'adhérer à la cellule, ils sont capables éventuellement d'envahir la cellule, de se multiplier à l'intérieur du compartiment cellulaire, ils sont capables, on va y revenir, d'injecter des effecteurs moléculaires à l'intérieur des cellules. Donc au fond, toute une quincaillerie, si on peut dire, toute une batterie d'éléments qui vont permettre, au fond, au microbe d'assurer sa pathogénicité et à la cellule de sentir éventuellement les effets directs ou les conséquences de cette interaction.
Donc c'est ça, encore une fois, ce concept de signaux de danger. Alors, pour modèle, ce que je vais essayer de vous faire percevoir ici, c'est, j'ai pris le modèle de Shigel, qui est donc le micro-organisme sur lequel on a travaillé pendant un certain nombre d'années dans le laboratoire. Shigel, c'est un bactérie à gram négatif qui est très proche de colibacille, qui envahit l'épithélium du côlon et la muqueuse colique chez les jeunes enfants, en particulier dans les pays les plus déshérités, et qui cause, je ne rentrerai pas du tout dans l'épidémiologie ni dans les aspects médicaux, qui cause une inflammation massive de cette muqueuse intestinale. Vous voyez ici la muqueuse à peu près normale, avec les cryptes, dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Et vous voyez ici un abcès qui, en fait, est même ulcéré dans la lumière intestinale. Ça, c'est la lésion, disons, ce qu'on appelle en histopathologie, la lésion élémentaire de la shigellose. Vous multipliez cette lésion ici par 1000 ou plus et vous comprenez la physiopathologie de la maladie et les symptômes. C'est une maladie qui cause une diarrhée sanglante, mucopurulente, éventuellement des perforations intestinales et qui peut causer effectivement le décès de l'enfant à terme. Alors, on avait commencé à faire de la génomique de ce micro-organisme alors que le terme de génomique n'existait pas encore, en montrant que le phénotype d'invasion cellulaire était lié à la présence d'un grand plasmide, c'est-à-dire d'un élément extrachromosomique de 220, 214 ici, mais aux alentours de 200 000 paires de bases, qui comportait donc les gènes nécessaires à cette invasion. Et puis sur le chromosome de ce micro-organisme, un certain nombre de gènes accessoires, dont beaucoup sont ce qu'on appelle des gènes patho-adaptatifs, c'est-à-dire qui ont permis au microbe qui a acquis par exemple un plasmide ou un bactériophage ou un îlot de pathogénicité qu'il a soudain propulsé dans un environnement nouveau, qui est celui de la surface de l'intestin, acquis des facteurs patho-adaptatifs qui lui ont permis progressivement de survivre, encore une fois, sur un mode de coévolution et donc une vision un peu darwinienne, enfin pas un peu darwinienne de l'évolution des pathogènes. Alors sur ce plasmide de virulence, il y a ce qu'on appelle un îlot de pathogénicité qui va permettre ce phénomène d'entrée de Shigella dans les cellules. Vous voyez là des éléments de membrane cellulaire qui partent un peu dans toutes les directions, portés en fait, poussés par une réorganisation du cytosquelette cellulaire. Cet événement qui est tout à fait anormal parce que les cellules épithéliales intestinales sont incapables normalement d'internaliser un corps bactérien, sont liés à la présence de ces deux opérons ici qui codent un appareil de sécrétion. Et par cet appareil de sécrétion vont passer un certain nombre d'effecteurs, ce qu'on appelle les protéines IPA, qui vont assurer cette modification majeure du cytosquelette. Et c'est un très joli système qui a d'ailleurs été beaucoup étudié par un chercheur ici à Bruxelles qui s'appelle Abdel Alaoui dans sa morphologie et dans sa construction et ses interactions. Là, on avait montré en 1999, on avait publié une des premières images de ces appareils de sécrétion qu'on appelle de type 3, qui en fait sont construits sur la membrane interne et la membrane externe de la bactérie. C'est cette partie ici, c'est le corps basal. Ça, c'est des milliers d'images prises en microscopie électronique et réassociées par l'ordinateur pour arriver à une reconstruction tridimensionnelle. C'est ce qu'on appelle maintenant des nanomachines, dont les gens des nanotechnologies sont très intéressés parce qu'au fond, ce que fait la nature est quand même globalement relativement parfait. Et il y a énormément à apprendre de la structure et de la dynamique de ces machines fabriquées par les bactéries. Donc il y a ici un corps de base qui est en fait le stator et le rotor du système qui va tourner avec une ATPase qui va en fait pomper les effecteurs qui vont être injectés à travers cette partie qui traverse l'espace périplasmique. Et ensuite, on a cette aiguille qui est faite par la
polymérisation d'une seule molécule qui s'appelle MXIH et qui va se décorer à l'extrémité d'un appareil qui permet à la bactérie véritablement d'insérer cette aiguille dans la membrane, dans la membrane plasmique de la cellule eucaryote et d'y injecter ces effecteurs moléculaires qui vont permettre l'entrée, et on va y revenir, l'altération du système immunitaire. Alors ça, c'est quand même très simplifié, bien entendu, l'appareil de sécrétion de type 3 et un certain nombre de ces molécules, en particulier IPA-B et IPA-C, qui font ce translocateur dans la membrane de la cellule et qui vont, grâce à un domaine de cette protéine IPA-C, activer ce qu'on appelle des petites GTPase, qui sont des switches moléculaires dans le cytosquelette de la cellule qui est ciblée, qui vont amener à la nucléation par ce nucléateur arbre de 3 de molécules d'actine. Et ces molécules d'actine se polymérisent et vont donner lieu à ces projections que vous avez vues en microscopie électronique à balayage qui assurent au fond à un moment l'internalisation du micro-organisme. Alors si vous portez votre attention ici, c'est une cellule qui va être infectée. Elle a des espèces de projections vers la périphérie. Et vous allez voir sur ce petit clip, voilà. Donc une bactérie qui va arriver, qui va être prise en charge par un de ces filaments qui se rétracte activement, qui va la déposer sur la surface cellulaire. Et là, ce processus de polymérisation de l'actine se met en place. Et vous voyez cette formation de cette projection massive qui va se refermer sur les bactéries et les internaliser. Alors si vous regardez sur l'élément d'à côté, c'est-à-dire ces deux éléments, ici c'est la même chose en contraste de phase, et là c'est en fluorescence avec de l'actine fluorescente. C'est vert, et quand ça devient très très vert, c'est que l'actine se polymérise en réponse à la présence de la bactérie. Donc vous allez voir ici la bactérie qui vient chatouiller la cellule, et vous voyez en même temps cette polymérisation massive alors que se fait l'internalisation. Donc c'est un système très complexe. Au fur et à mesure de l'interaction, la bactérie injecte éventuellement d'autres molécules qui vont à la fin faire ce qu'on appelle le capping de ces éléments d'actine, les couper en morceaux, les tronçonner comme on le voit ici et fabriquer en fait progressivement un foyer dans lequel la bactérie va pénétrer et se retrouver à l'intérieur du compartiment cellulaire. Alors, ça, c'est une photo pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse parce que je l'ai prise en 1986 ou 87. C'est une cellule épithéliale infectée par Shigella, colorée ici en rouge, en rhodamine. Et en vert, c'est de la phallacidine, c'est-à-dire c'est un marqueur qui marque l'actine lorsqu'elle est polymérisée. Et au-delà de ces foyers d'entrée qui étaient massivement représentés par cette actine polymérisée, une fois que la bactérie était rentrée, on voyait ces espèces de traînées comme des comètes qui suivaient le corps bactérien qui était maintenant, on le savait, à l'intérieur de la cellule et mieux plus qu'à l'intérieur dans le cytosol cellulaire. Et c'est grâce à ça qu'en 1989, qui est l'année où on l'avait publié, on a pu montrer qu'en fait les bactéries bougent une fois qu'elles sont à l'intérieur du compartiment cellulaire, du compartiment cytosolique. Et vous voyez ici, par exemple, cette bactérie qui se promène dans le compartiment cellulaire, puis qui va pousser une protrusion. C'est comme un doigt de gant qui se forme. Et au fond, la logique de tout ça, c'est que les bactéries vont pouvoir, grâce à une protéine de leur surface, qui lie ces éléments de nucléation de l'actine et qui permet cette polymérisation de ces traînées que je vous ai montrées tout en haut ici. Les bactéries vont pouvoir passer d'une cellule à l'autre par ces protrusions et en fait engager la cellule adjacente, liser les membranes, se bouger, se multiplier, passer dans une autre cellule et ainsi de suite. C'est une vraie colonisation en fait redoutable, souterraine de l'épithélium intestinal. Et vous voyez ici une monocouche de cellules épithéliales sur un système in vitro, avec des bactéries qui expriment la protéine GFP, donc qui sont fluorescentes, et ces bactéries se promènent, si on peut dire, dans cette monocouche et vont progressivement
coloniser des cellules adjacentes qui n'étaient pas infectées initialement. Vous en voyez une qui passe ici, et ainsi de suite. Et au bout de quelques heures, on a des cellules qui sont remplies de bactéries et puis qui passent dans les cellules adjacentes. Et on finit par avoir un véritable foyer infectieux qui est probablement la source de cet abcès que je vous ai montré initialement dans la muqueuse. Donc assez rapidement, ça c'est en gros 30 ans de travail résumé en une diapositive. Ça fait un peu mal au cœur. C'est le cycle de Shigella qui rentre dans cet épithélium, qui va engager le cytosquelette, qui pénètre dans les cellules épithéliales, qui rompt la vacuole, qui passe dans les cellules adjacentes, et ainsi de suite. C'est un peu le numéro, disons, de biologie cellulaire d'une Shigelle. Mais ce qu'on avait un petit peu raté initialement, parce que ce n'était pas dans l'air du temps, on était vraiment dans cytosquelette, biologie cellulaire et ainsi de suite, c'était le côté inflammatoire des choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'à l'invasion, des cellules épithéliales étaient associées une reprogrammation du système, et en particulier ces cellules qui sont des cellules de première ligne deviennent pro-inflammatoires, se mettent à produire des peptides antimicrobiens, se mettent à produire des chimiokines qui attirent des cellules du système immunitaire, en particulier des polynucléaires neutrophiles, qui vont rompre cette barrière intestinale. Et c'est toute la subtilité du jeu d'un pathogène. Shigelle a besoin de cette rupture parce qu'elle lui permet de rentrer, d'envahir plus efficacement cette muqueuse, mais en même temps, bien entendu, si elle garde trop longtemps ce mode pro-inflammatoire, elle va être détruite par toutes les résistances qui sont concentrées et exprimées à ce niveau-là. Donc à un moment, il faut qu'elle puisse réguler le système et le tourner négativement, et le timing, la chronologie des événements est encore pas complètement clair. Donc vous voyez qu'on a plein de questions au fond qui restent encore à résoudre, y compris les interactions du micro-organisme avec le système, les cellules du système immunitaire lui-même. Pour faire une longue histoire courte, c'est le travail d'un de mes collaborateur dans le laboratoire depuis pas mal d'années, qui est Claude Parceau, qui est un remarquable généticien moléculaire des bactéries, a pu montrer, en fait, je résume la situation, que la bactérie, en fait, était capable de sentir le moment où elle avait engagé les cellules épithéliales, et qu'il existait en particulier une protéine qui s'appelle MXIE, qui était un senseur du système et qui permettait de coupler la perception de l'activité de l'appareil de sécrétion de type 3, donc du fait que la bactérie était vraiment engagée dans le processus pathogène, avec l'expression de la transcription d'un certain nombre d'autres gènes sur le plasmide de virulence, qu'on appelle OSP ou IPH, dont la fonction restait relativement mystérieuse. Mais ces systèmes sont très intéressants à utiliser parce qu'ils sont hautement régulés, et en fait l'appareil de sécrétion de type 3, par exemple, est régulé par un certain nombre de paramètres environnementaux, en particulier la concentration en oxygène. C'est-à-dire lorsque la bactérie est en anaérobiose absolue, c'est-à-dire quand elle n'est pas en présence d'oxygène, les Shigelle comme les colibacilles sont anaérobies, donc ils peuvent vivre en glycolyse en l'absence d'oxygène. Donc cet appareil de sécrétion de type 3, il est bloqué parce que, au fond, le système qui permet la translation entre cette unité qui fait l'aiguille et puis celles qui vont venir se mettre au bout pour faire le translocateur dans la cellule eucaryote, ce système ne fonctionne pas en anaérobiose. Et donc la bactérie fait des aiguilles immenses, mais est incapable d'injecter les choses dans les cellules. Donc elle est en mode, au fond, de préservation de son pool de protéines, d'effecteurs actifs, lorsqu'elle n'est pas en présence de sa cible. Mais dès qu'elle se met en présence d'oxygène, le système est activé, ou en tout cas est activable, et elle est en position de pouvoir injecter. Et ça, c'était intéressant parce que ça nous a dit, et c'est un des éléments qui nous a fait progresser dans la compréhension de cet environnement écologique, on a pu montrer en fait qu'à la surface de l'épithélium intestinal, il y avait de l'oxygène. Et on l'a fait initialement dans ce modèle in vivo de façon un petit peu indirecte. C'est-à-dire qu'en fait, la GFP, qui est une protéine fluorescente, ne se replie correctement pour être fluorescente en présence d'activation ad hoc que s'il y a de l'oxygène, même à faible concentration, 0,5% suffit.
Et donc ce qu'on voit ici, c'est que ce colibacille qui a été mis dans la lumière intestinale d'un animal, il ne fluoresce pas alors qu'il est là, présent dans cette partie noire ici, dans le tunnel anaérobie de la lumière intestinale, mais il commence à fluorescer dès qu'il est à la surface de l'épithélium. Et ça, c'est un formidable exemple de coévolution. Ça veut dire que Shigel a couplé la présence et la perception de cette petite concentration d'oxygène à la surface de l'épithélium intestinal avec la compétence et la capacité d'activer son appareil de sécrétion de type 3 et de pouvoir délivrer ces molécules effectrices qu'elle a stockées jusqu'à présent, étant incapable de les sécréter. Quand on voit... Bon, bref, je ne fais pas de commentaires sur mes émotions devant la qualité et la robustesse de ces systèmes de coévolution, mais c'est quand même relativement impressionnant. Et on peut utiliser ça, par exemple, maintenant, pour aller vraiment traquer la bactérie, à la fois dans les cellules et de préférence dans les tissus, en utilisant ce système. C'est-à-dire qu'on met ce système de perception de l'activation de l'appareil de sécrétion de type 3, donc quand il est sur le mode actif. Si on utilise ce promoteur pour faire exprimer la GFP, on va pouvoir en fait faire fluorescer les bactéries ou non. Si l'appareil de sécrétion est éteint, n'est pas actif, la bactérie ne va pas fluorescer. S'il est activé, la bactérie va fluorescer. Et ce que vous voyez dans ce petit film ici, c'est deux choses. C'est qu'en présence de cellules, les bactéries en général sont rouges lorsqu'elles sont rentrées dans les cellules, mais elles vont jaunir quand elles arrivent au contact des cellules et pour la première fois, y rentrent. Et ce qu'on voyait aussi, parce que c'est passé trop rapidement, c'est qu'ensuite, donc, ces bactéries intracellulaires s'éteignent et ne se rallument que dans certaines occasions lorsqu'elles passent d'une cellule à l'autre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une cinétique très drôle où les bactéries, encore une fois, ne s'allument pour l'activité de leur appareil de sécrétion qu'au dernier moment, lorsqu'elles vont rentrer dans les cellules, ensuite s'éteignent, donc la bactérie ne sécrète pas à l'intérieur des cellules et se rallume lorsque la bactérie va passer d'une cellule à l'autre. Et on travaille maintenant avec des physiciens pour essayer de comprendre quels sont les équilibres dynamiques qui permettent cette activation du système. Donc dans la dernière partie, je voudrais vous montrer un petit peu plus ces éléments-là. Je pense que je vais passer assez rapidement sur la partie d'infection. En fait, il s'avère, je vous montre quand même le film parce que c'est très joli, je vous ai parlé des cryptes intestinales tout à l'heure. Shigel envahit le côlon, donc en fait elle envahit, on l'a montré, c'est ce que je vais résumer très rapidement tout de suite, elle envahit véritablement à l'orifice, puis ensuite sur la voie de descente de ces cryptes intestinales. Et ces cryptes intestinales sont importantes parce que c'est la zone de régénération de l'épithélium, c'est là que sont les cellules souches. Et au fond, c'est peut-être une nouvelle angle de la pathogénicité que des bactéries perdent ou empêchent la régénération des tissus. C'est un domaine dans la physiopathologie des maladies infectieuses qui est peu étudié, qui est celui de la réparation tissulaire, et ça peut rentrer dans les paramètres de pathogénicité. Alors juste pour vous montrer un petit film, c'est un film qui a été pris par une étudiante allemande qui s'appelle Katrina Nottolfer. C'est du côlon humain, une pièce collaboration qu'on a avec un service de gastro-entérologie à Paris, le professeur Iraj Sobhani, à l'hôpital Henri Mondor. Et ce que vous voyez ici, en fait, vous imaginez que cette pièce de côlon, elle est à plat sur un support, et les trous noirs sont l'entrée, l'orifice des cryptes intestinales. Donc ce que vous allez voir, c'est que ça va devenir un peu bleu, parce qu'au-delà de l'autofluorescence tissulaire, vous allez voir les noyaux des cellules épithéliales, donc les noyaux des cellules du tissu. Et puis vous allez voir du vert. Le vert, ce sont les bactéries fluorescentes, c'est la Shigel fluorescente qu'on met dans le système pour regarder un peu comment se passent les choses. Excusez-moi. Et voilà donc l'histoire. Vous voyez le bleu, et voilà, vous voyez le vert. Et vous voyez qu'en fait, les bactéries viennent directement se localiser au niveau des cryptes intestinales et au fil du temps descendent dans ces cryptes et vont éventuellement aboutir au fond, là où encore, et une fois est localisé l'appareil régénératif. Voilà, vous voyez un exemple ici, alors qu'on passe par des plans confocaux successifs.
dans tout ce domaine-là de ce qu'on appelle la microbiologie cellulaire, je dois avouer que les progrès de l'imagerie ont été moteurs. On a parfois honte en science à avouer que la science progresse grâce aux technologies, mais là, vraiment, beaucoup a été grâce aux technologies. Je veux dire, qui aurait pu inventer comme ça, intuitivement, le fait que les bactéries bougent à l'intérieur des cellules? Il faut vraiment le voir pour le croire. Donc on a réussi à démontrer, à confirmer cette entrée dans les cryptes, à la modéliser, à la standardiser, à la quantifier, et voilà. Mais là, je voudrais terminer sur cette notion de perception du danger, parce qu'au fur et à mesure de l'avancée de ce travail, et dans d'autres systèmes tout autant, on a vu apparaître ces critères qui permettent de discriminer pour l'hôte un commensal et un pathogène. Un des premiers, ça a été avec un postdoc américain dans le laboratoire dans les années 90, il s'appelle Arturo Zischlinski, qui est maintenant directeur d'un département au Max Planck à Berlin, Infections Biology. Avec Arturo, on avait montré que lorsque Shigel contactait une cellule, en particulier un macrophage, cette protéine IPA-B, qui fait partie de ce translocateur qu'elle établit au niveau de la membrane plasmique de la cellule cible, en fait, pouvait directement activer une enzyme cellulaire qui s'appelle caspase 1. Et cette enzyme caspase 1 a une propriété qui est en fait de cliver des pro-cytokines inflammatoires, et en particulier le pro-IL1β en IL1β, qui est une puissante cytokine pro-inflammatoire lorsqu'elle est libérée. Et on avait vraiment montré, quand par exemple on neutralise l'IL1β par de l'IL1 récepteur antagoniste dans le système in vivo, que cet élément était essentiel à l'enclenchement du processus inflammatoire tel que je vous l'ai montré un peu rapidement sur cette diapositive de synthèse tout à l'heure. Donc ça, un commensal, il ne fait pas ça, il ne sait pas faire. Il faut vraiment un pathogène avec un système dédié pour aller activer dans la cellule ce type de réponse et enclencher ce signal de danger. L'autre, bien entendu, je l'ai déjà mentionné, ce sont les molécules NOD et la perception de molécules bactériennes à l'intérieur du cytoplasme, donc deuxième type de signal de danger. Et puis un troisième type qu'on a montré très récemment, avec une postdoc autrichienne dans le laboratoire qui s'appelle Andrea Puar, c'est qu'en fait, lorsque la bactérie engage la cellule épithéliale, et je vous en ai parlé tout à l'heure, ces signaux, les MAMP, qui sont des molécules de petite taille libérées par des cellules qui souffrent, dans les secondes en fait, qui suivent l'interaction entre l'appareil de sécrétion de type 3 et la membrane plasmique, on voit via des canaux qu'on appelle des hémicanaux à connexine, sortir la cellule en fait expulser des concentrations très très importantes d'ATP, d'adénosyltriphosphate. En fait, l'ATP, c'est une molécule formidable à l'intérieur des cellules, parce que c'est la source d'énergie de base, mais c'est une molécule catastrophique lorsqu'elle se retrouve dans le milieu extracellulaire, car c'est une molécule qui est puissamment pro-inflammatoire, en particulier par l'activation de récepteurs sur les autres cellules qu'on appelle les récepteurs purinergie, qui entraînent des flux calciques et l'activation des voies pro-inflammatoires. Et donc, au fur et à mesure que Shigel engage les cellules, elle entraîne la libération d'ATP, qui lui-même, d'ailleurs, en plus d'être pro-inflammatoire, accentue ce cycle vicieux de libération de molécules d'ATP, dont on sait qu'elles sont pro-inflammatoires, elles activent l'inflammasome, dont on a parlé rapidement auparavant, et elles activent la différenciation des lymphocytes T naïfs en lymphocytes TH17. Donc c'est vraiment des signaux de danger qui sont émis dans les secondes qui suivent la reconnaissance de l'engagement cellulaire. Et je pense qu'on est là vraiment au cœur de ces dispositifs de perception du danger émis par les microbes pathogènes. Alors une fois qu'on a mis ça en place, on commence à avoir une idée un petit peu plus claire de cette notion encore une fois, de reconnaissance du danger du pathogène et de mise en place de la réponse inflammatoire. Et Dieu sait si les éléments dont on a parlé là sont puissamment pro-inflammatoires. Mais ça, encore une fois, c'est bon sur le court terme pour la bactérie, mais c'est très mauvais pour le moyen-long terme. Et donc, ce qu'on a montré au fil des années, c'est que la bactérie, grâce à ce switch
de perception de l'activation de l'appareil de type 3 et d'induction de la transcription de nouveaux programmes dans la bactérie, en fait, entraînait l'expression d'un certain nombre de molécules, IPGD, OSPG, OSPF, IPAH, il y en a toute une série, qui sont en fait des régulateurs négatifs de la réponse immunitaire et donc des atténuateurs ou des effaceurs, si l'on peut dire, de ces signaux de danger. IPGD, en particulier, le fait en bloquant cette libération d'ATP dont je viens de parler. OSPG est une kinase qui empêche l'activation de NF-κB en empêchant la dégradation de son chaperon cytosolique qui est la molécule IκB. OSPF est une molécule géniale qui va dans le noyau, je vais vous en dire juste un mot rapidement. Mais donc toute une série d'effecteurs avec des fonctions enzymatiques complètement originales qui, à terme, pourraient d'ailleurs servir de modèle à nos collègues de l'industrie pour essayer finalement identifier des nouvelles cibles et de nouvelles molécules anti-inflammatoires ou immunorégulatrices, parce qu'au fond, encore une fois, les bactéries savaient faire tout ça bien avant nous et il faudrait peut-être que de temps en temps on prenne un petit peu plus exemple. Par exemple, donc, cette molécule IPGD dont j'ai parlé est capable, en fait, par l'hydrolyse des phosphatidyl'inositol 4,5P2 en phosphatidyl'inositol monophosphate, PI5P, qui va se lier à ces connexines, à ces hémicanaux, sont capables d'assurer la fermeture et de maintenir l'état fermé de ces hémicanaux et donc empêchent la cellule infectée d'envoyer ultérieurement des signaux de danger. Donc c'est une espèce de mécanisme stealth, en fait, où la bactérie va essayer de gommer, encore une fois, la trace moléculaire de sa reconnaissance par le pathogène. La molécule OSPF, je vous en ai parlé rapidement, c'est un travail qui a été fait et qui continue à être développé par une chercheuse qui a maintenant quitté mon laboratoire, qui s'appelle Laurence Arbib. Elle a fait son groupe à Paris il y a 2-3 ans maintenant. Ce qu'elle a montré, en fait, c'est que cette molécule OSPF, qui est injectée dans le cytosol cellulaire, de la cellule hôte, en fait, va dans le noyau et va en fait s'ancrer sur ce qu'on appelle en fait la chromatine, c'est-à-dire des protéines qui sont associées à l'ADN nucléaire et qui assurent la flexibilité et le niveau de contrainte et donc d'accessibilité des promoteurs à leurs facteurs transcriptionnels. Et ce que fait cette molécule OSPF, en fait, qui est une molécule qui assure la déphosphorylation, c'est une phosphotriéniase des MAP kinases, et en particulier ERK1, ERK2 et P38, c'est de s'ancrer via cette protéine d'association à la chromatine qui s'appelle HP1 gamma, et de cette position sur les sites actifs de transcription des gènes pro-inflammatoires, en particulier l'IL8, l'IL6, tous ceux dont on a parlé, le TNF, ici c'est en particulier l'IL8, va déphosphoryler les MAP kinases et donc les inactiver. Et ces MAP kinases, elles ont une double fonction. Elles ont une fonction de phosphorylation des histones et aussi de régulation épigénétique du fonctionnement de ces sites transcriptionnels, mais elles sont aussi importantes directement pour la fonction de la polymérase qui va transcrire le gène en aval de son promoteur. Donc cette molécule vraiment est une molécule qui fait du silencing, de l'extinction de l'expression des gènes pro-inflammatoires en allant s'ancrer au niveau de la chromatine. Donc vous voyez le degré, je dirais, de subtilité de ces molécules. Donc ça, c'était juste pour vous donner quelques exemples et vous montrer jusqu'à quel point ces microbes étaient quand même plus intelligents que, malheureusement, de temps en temps, on veut bien le dire. Donc ça, c'est le résultat des courses, si on peut dire. Je vous ai parlé des peptides antimicrobiens tout à l'heure, en particulier des défensines. Là, ce sont les molécules en question qui sont produites par les cellules de l'épithélium intestinal, en particulier dans la crypte, parce qu'il faut protéger quand même cette zone qui est stratégique, encore une fois, puisque c'est la zone de restauration, de réépithélialisation. Et donc ça, c'est le travail qui a été fait par un chercheur du laboratoire qui s'appelle Brice Sperandio,
qui a été publié il y a quelques années maintenant, mais qui, je pense, illustre assez bien le thème que je vais raconter. Finalement, quand vous détruisez le gène MXIE qui, au fond, régule globalement l'expression, cette deuxième vague de transcription qui amène à l'expression de ces molécules qui régulent négativement la réponse immunitaire, inflammatoire, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que quand vous infectez ces fameux tissus intestinaux avec la souche sauvage, si vous regardez par immunomarquage ces défensines, vous n'en voyez pas, ou très très peu. Elles sont ni exprimées, ni sécrétées par la force des choses. Par contre, si vous utilisez un mutant MXIE, il est invasif phénotypiquement sur des cellules intestinales, ça n'affecte pas du tout sa capacité de rentrer dans les cellules. Mais vous voyez que maintenant, cette matrice de peptides antimicrobiens, elle est présente et elle n'est pas régulée négativement, c'est-à-dire qu'ils sont exprimés et ils sont sécrétés et embeddés, comme on dit vulgairement maintenant, par un anglicisme, enchâssés dans la couche de mucus. Donc on voit bien la fonction globale de ces molécules de régulation négative du système immunitaire, c'est ce que je disais au début, c'est cette capacité de casser, d'assurer la subversion de la réponse, de façon à pouvoir en fait faire ce qui est nécessaire de faire, c'est-à-dire de progresser dans le processus infectieux jusqu'aux zones nécessaires pour l'invasion. Et ce qu'on voit ici, c'est que la bactérie sauvage, elle est capable de coloniser la surface et puis de rentrer, de descendre très 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 profondément dans les cryptes. On en voit encore ici quasiment à la base de la crypte, alors que le mutant MXIE dont je viens de parler, qui est incapable de réguler négativement le système, les bactéries, c'est maintenant les bactéries qui sont marquées, restent à la surface de la muqueuse, mais sont incapables de progresser à l'intérieur. Vous voyez que les cryptes sont propres et en fait les bactéries sont absentes. Donc on est vraiment dans un système de gains de fonctions successifs. C'est un peu ce que j'appelle le yin et le yang, à savoir qu'il y a eu tout ce processus dont je vous ai parlé d'invasion et de couplage des réponses pro-inflammatoires, de la reprogrammation pro-inflammatoire à l'invasion, en particulier la présence des bactéries intracellulaires. Mais on a cette nécessité secondaire dont la chronologie semble être dictée largement par ce système d'activation-inactivation de l'appareil de sécrétion de type 3 en fonction de la perception par la bactérie de l'endroit où elle est par rapport aux cellules. On a cette capacité de bloquer l'expression des peptides antimicrobiens et par le même type de processus, on a montré que ça bloquait le recrutement des cellules polynucléaires neutrophiles, le recrutement des cellules dendritiques et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette complexité des événements, les commensaux, les pathogènes, mais les pathogènes eux-mêmes finalement jouant sur deux tableaux, étant des pathogènes de bonne foi, mais ayant aussi la nécessité de tromper leur adversaire. Et tout ça, en fait, et c'est le travail d'une autre chercheuse collaboratrice du laboratoire, se traduit aussi, c'était difficile d'imaginer que ça n'arrive pas, dans des altérations de la réponse immune adaptative de manière très efficace par l'immobilisation des lymphocytes T, par exemple. Les bactéries vraiment engagent les cellules. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'elles rentrent très peu dans les lymphocytes, parce que les lymphocytes n'ont pas un cytosquelette et un volume cytoplasmique qui permettent véritablement d'avaler, si je puis dire, des bactéries. Mais c'est là peut-être qu'on voit la vraie fonction de cet appareil de sécrétion de type 3, qui n'est peut-être pas nécessairement de rentrer dans les cellules, mais qui est de pouvoir injecter des poisons comme une seringue dans les cellules et d'altérer leur fonctionnement. Et la diapositive suivante, qui est mon dernier clip vidéo de la soirée, qui est en rouge. Alors on est dans un ganglion, analysé par microscopie à 2 photons. C'était le travail d'une postdoc américaine qui s'appelle Vilmara Salgado. On l'a enfermée pendant 2 ans dans la salle de microscope à 2 photons. On lui apportait à manger et à boire de temps en temps. Et elle a sorti des films assez extraordinaires, pour être très honnête. Donc on est dans un ganglion
sur une souris qui est en fait étudiée en temps réel et on a le focus du microscope à 2 photons sur ce qu'on appelle le cortex périphérique, c'est-à-dire sur la partie externe du ganglion entre la capsule du ganglion et les follicules lymphoïdes, c'est-à-dire que c'est là que se font les premières rencontres entre les bactéries qui arrivent par le lymphotique afférent et les cellules du système immunitaire. Alors, les lymphocytes sont en vert, les bactéries sont en rouge. Ils sont en vert parce qu'on les a pris du sang à la souris, on a marqué les lymphocytes, on a réinjecté, et donc on voit circuler ces lymphocytes marqués qui viennent repeupler les ganglions lymphatiques. Et ce qu'on voit sur ce petit film, c'est qu'en réalité, les cellules T qui sont amenées à interagir avec les bactéries, et seulement celles qui sont amenées à interagir avec les bactéries, je vous résume la situation, s'arrêtent de bouger parce que la bactérie injecte une molécule qui va en fait empoisonner leur cytosquelette et empêcher le recrutement, ce qu'on appelle la clusterisation des récepteurs qui permettent à la cellule de progresser selon un gradient de concentration d'un chimioattractant. Donc on est vraiment dans des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués et ces molécules commencent à donner du sens à quelque chose qui était observé dans la nature depuis longtemps, c'est-à-dire que l'infection naturelle par Shigella est très difficilement immunogène, c'est un peu comme le paludisme, il faut plusieurs infections pour que les personnes finissent par s'immuniser naturellement. Et donc on définit là de plus en plus ce qu'on appelle l'environnement immunosuppresseur de Shigella, qui pose un vrai problème d'ailleurs pour le développement de vaccins. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Alors quand on est au Collège de France, j'imagine que c'est comme au Collège de Belgique, il faut faire un peu dans la culture. Donc j'ai fait... mais au fond, ça répond assez bien à l'Antiquité grecque. Alors vous avez d'un côté la paix, hein, Irénée. La paix, bien sûr, mais quand c'est Agamemnon et Ménélas jouent au dé, mais on voit bien que bon, ils gardent quand même leur casque et leur javelot, donc c'est un peu le civis pacem parabellum. D'ailleurs, une fois, j'avais commencé une revue pour Nature Immunology dans civis pacem parabellum, c'était pour parler un petit peu de ces commensaux pathogènes et de la préparation et tout ça. Et la jeune éditrice m'avait répondu « This is not English, please translate ». On perd ses illusions très rapidement. Alors vous avez The War, bien entendu, ça, je vous passe les détails. Et puis vous avez Métis, qui est la ruse en français, même en anglais, on dit ruse aussi, trickery, qui est bien sûr le cheval de Troie, parce qu'au fond, ces bactéries, elles se comportent comme des chevaux de Troie, c'est-à-dire qu'elles rentrent violemment, mais une fois qu'elles sont rentrées, il faut qu'elles agissent par ruse de manière à pouvoir procéder aux étapes complémentaires du processus pathogène. Sinon, le processus avorte, la bactérie est incapable de se multiplier, donc d'être transmise à un autre hôte, et donc le cycle de Shigella s'arrête. Donc voilà la vision un peu homérique de la physiopathologie de la shigellose. Et là-dessus, je termine en présentant les travailleurs des profondeurs intestinales. Dans mon laboratoire, j'ai mentionné leurs noms au fur et à mesure, donc je ne les redis pas un par un, des collaboratrices, des collaborateurs sur le campus et à l'extérieur du campus de l'Institut Pasteur. Et puis je vous remercie avec la mention finalement de mes 2 institutions d'appartenance, l'Institut Pasteur bien entendu, et le Collège de France, et mes 2 héros en fait, pour être très honnête, Pasteur et Claude Bernard, avec mes origines médicales, font que j'ai toujours aimé mélanger un petit peu le concept de médecine expérimentale et le concept de microbiologie, Shigella en étant un exemple. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention.